La démarche de soins est une des parties majeures de la pratique infirmière. C'est de ça que vont découler tous les soins techniques par la suite. Pour réaliser une démarche convenable, il faut savoir structurer d'une part des données recueillies auprès du patient et d'autre part des connaissances acquises au cours de la formation. Alors avant tout, il faut bien comprendre que la démarche de soins n'est pas tout à fait la même si on est en première, deuxième ou troisième année. Plus on avance dans le temps et plus on a tendance à supprimer des détails pour se concentrer sur l'essentiel. C'est aussi dû au fait qu'on doit le faire avec de plus en plus de patients et si on ne veut pas que ça prenne 3 jours, il va falloir se limiter. On va aussi se mettre d'accord tout de suite sur quelque chose. Je vais aller à l'essentiel ici. Le but c'est de permettre à tout le monde de réaliser une démarche qui ressemble à quelque chose en un minimum de temps. Donc forcément tout ce qui va être raisonnement hypothético-déductif, modèle de machin chose et tout ça, ok c'est important, mais si vraiment vous voulez savoir à quoi ça correspond, je vous laisse rechercher de votre côté. Dernière chose, vu qu'en troisième année on est supposé savoir faire ces démarches à peu près correctement, je vous propose un plan qui s'adresse plutôt aux premières et deuxième années, avec un exemple pour illustrer le tout. Allez, c'est parti. Le début de la démarche de soins, c'est l'organisation de toutes les infos qu'on a pu obtenir lors du recueil de données auprès du patient, de ses proches, de son médecin, etc. Dans l'ordre, on va présenter tout d'abord son patient avec son motif d'hospitalisation. Par exemple, ici on a Monsieur L, 78 ans, entrée sur convocation pour stimulation ventriculaire et exploration du faisceau de His. Donc là, on a sa modalité d'entrée, pourquoi il est là, etc. On va ensuite parler des ressources de la personne, que ce soit sur les plans physiques, psychologiques ou social. Par exemple, on va savoir au niveau psychologique si le patient est plutôt anxieux, plutôt serein, s'il est orienté dans le temps et l'espace. Au niveau physique, on va plus savoir s'il y a des altérations cutanées, s'il est valide, semi-valide, etc. Et sur le plan social, ça va plus être au niveau des ressources propres de la personne. On continue avec les antécédents du patient et s'il y en a, on va placer les traitements qui sont en lien. Alors, il va de soi qu'on a franchement intérêt à maîtriser les thérapeutiques en question quand on présente son patient. C'est aussi le bon moment pour parler des allergies et du diabète. Même si le patient n'en a ni l'un ni l'autre, voilà, tout ça c'est en lien avec le dicton infirmier, tout ce qui n'est pas noté n'est pas fait. On termine avec l'histoire de la maladie. C'est en fait l'ensemble des événements directement en lien avec la pathologie depuis le début jusqu'au moment de la démarche. Donc c'est une partie qui va demander de la recherche, et notamment en première année, car il va falloir savoir de quoi on parle. Si un patient qui est parti pour une ETT et un Doppler des TSA, mais finalement on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, à l'oral on va se prendre une balle, c'est obligé. Ok, on a terminé le recueil de données, on va pouvoir passer aux problèmes réels et potentiels du patient. Alors pause. Avant de continuer, il faut se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie. Un problème réel, c'est quelque chose de présent, qui est déjà en place. Ça se manifeste par des signes confirmés, on dit aussi documentés. Il existe aussi les problèmes potentiels, on les appelle aussi des risques. Ceux-là, ce sont les problèmes non présents au moment de la démarche, mais susceptibles d'apparaître si on ne fait rien pour les empêcher. Allez, on va prendre un exemple comme ça. Un patient qui bricolait s'est coupé la main avec une scie. Bon, là il y a un problème de douleur, c'est manifeste, c'est sûr, il ne fait que hurler depuis 20 minutes, et quand on lui demande de faire une END, une échelle de douleur, il nous dit entre 8 et 10. Ok. Par contre, il y a aussi un risque infectieux qui est lié à la saleté qu'il y a sur la scie, tous les germes qu'il peut y avoir dessus, sauf qu'on ne sait pas encore si le patient est infecté ou non. L'un est présent, l'autre est supposé arriver. Les éléments décelés sur rôle propre et qui sont directement en lien avec les besoins perturbés, donc pour les besoins je vous laisse rendre visite à Virginie Anderson, etc. Tout ça c'est aussi appelé le diagnostic infirmier. Ce qui se fait en collaboration avec l'équipe soignante, et notamment tout ce qui est sur prescription médicale, c'est plus de l'ordre du jugement clinique. Allez, on revient à nos problèmes et nos risques. Le mieux pour les présenter, à mon sens, c'est de faire un tableau. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Allez savoir pourquoi. C'est aussi la partie la plus longue à remplir. Celle qui fait hérisser le poil et grincer les dents. Je vous conseille très franchement de vous appuyer sur les besoins et de ne surtout pas oublier en priorité la pathologie du patient. Quand vous allez ranger vos problèmes et vos risques, l'important est de les prioriser. Parfois, un risque peut être prioritaire sur un problème. Allez, on reprend notre bricoleur. Son risque infectieux va être prioritaire sur son problème d'anxiété, par exemple, si monsieur est inquiet parce qu'il n'aime pas être à l'hôpital, etc. Bon, ok, j'ai mes problèmes, j'ai mes risques, j'ai fait mon petit brouillon, maintenant j'en fais quoi? Alors, pour les présenter, il va falloir les étudier de manière précise, selon ce qu'on appelle le modèle trifocal. Voilà, le mot a été posé, on l'oublie tout de suite. En fait,
le plus simple pour présenter, ça va être l'intitulé du risque ou du problème, lié à... Alors, à quoi le problème est lié ou le risque pourrait être lié, donc le risque infectieux, aux germes, etc. Se manifestant par. Quels sont les signes qui nous font dire qu'il y a un problème et que c'est ce problème? Alors par contre, pour ce qui est des risques, vu que c'est pas encore arrivé, là il y a deux choix. On précise bien que ce sont, par exemple pour un risque infectieux, on pourrait avoir un patient avec une hyperthermie, des frissons, une CRP qui augmente, les globules blancs qui augmentent. Ce sont des signes présents si jamais le risque se manifeste, si jamais le risque devient un problème. Mais dans la majorité des cas, un risque, donc un problème potentiel n'étant pas avéré, il ne se manifeste pas. Donc il n'y a rien à mettre à cet endroit-là. Ensuite, les objectifs pour pallier ou supprimer ce problème, les actions mises en place sur rôle propre et sur rôle prescrit, et enfin forcément les résultats. Si on met en place des objectifs et des actions, c'est bien pour avoir un résultat. Objectif, action, résultat. Alors plutôt pour les secondes années, c'est ce qu'on appelle aussi le DAR, pour donner, action, résultat. C'est en fait ce qu'on va retrouver logiquement dans les logiciels de transmission ciblée. Prenons un petit exemple avec notre patient venu pour son exploration cardiaque. Donc outre le fait du problème majeur lié à sa pathologie, il va y avoir un risque infectieux, forcément, vu qu'on va quand même passer un cathéter dans une fémorale, si vous connaissez un petit peu l'examen, lié à, justement, lié à ce geste invasif, se manifestant par une hyperthermie avec des frissons, une hausse des globules blancs et de la CRP, donc là c'est un risque, mais moi j'ai pris parti de présenter quand même les signes qui pourraient apparaître. Si on ne met rien, c'est aussi bien, voire mieux. L'objectif étant que Monsieur L ne développe pas de syndrome infectieux. Les actions sur rôle propre pour atteindre cet objectif. Une surveillance constante des paramètres vitaux. J'ai mis constante, mais on ne dit plus ça. Donc, surveillance des paramètres vitaux et des points de ponction. Surveillance des règles d'hygiène et d'asepsie. Éviter une inflammation. Et surveiller les effets souhaités et les effets indésirables des thérapeutiques si jamais il y a administration. Les actions sur rôle prescrit, ça va être par exemple un bilan sanguin, une administration de thérapeutique. En fait, c'est tout ce qui va être prescrit par le médecin. Hein, ça, on ne va pas l'inventer. Pour terminer, on parlera du devenir du patient à court terme, avec par exemple son examen, à moyen terme avec la récupération du patient en service et la surveillance de monsieur, et à long terme, un retour à domicile avec une reprise des activités de la vie quotidienne. Voilà pour cet exemple de démarche de soins. Alors bien sûr, c'est qu'une façon de faire et on peut modifier un petit peu. De même pour les exemples que j'ai pris, il est encore possible d'affiner le tout. C'était vraiment le but ici de donner un exemple et d'aller rapidement à l'essentiel. Mais bon, dans un cas comme dans l'autre, le but est d'être suffisamment précis pour que tous ceux qui se sentent un peu perdus dans le flot de termes qu'on peut donner en IFSI, notamment en première année, soient capables de présenter une démarche de soins lors de leur stage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Laissez un commentaire sur les éléments qui pourraient vous paraître encore obscurs sur la démarche de soins, je réponds super rapidement. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis ciao, cordialement, bisous.